J'ai laissé mes parents emménager chez moi pour les aider. Mais d'une manière ou d'une autre, ma mère s'est convaincue que la maison lui appartenait et a essayé de me mettre dehors. Alors, j'ai tenu bon et elle a compris que ce n'était pas à elle de la prendre. Je m'appelle Élodie Monsieur Dupont. J'ai 34 ans. Et le moment où j'ai réalisé que ma propre mère essayait de me prendre ma maison a été le moment où quelque chose s'est finalement brisé en moi. Il y a des années, j'ai eu de la chance. Pas le genre de chance qui vous tombe tout cuit dans le bec, mais le genre pour lequel on trime jusqu'à en avoir mal aux mains et où l'esprit refuse d'abandonner. Le marché immobilier s'est effondré. Et d'une manière ou d'une autre, après des années d'économie et à dire non à tout ce qui était amusant, j'ai réussi à acheter mon premier petit pavillon toute seule. Pas de garant, pas d'aide, juste moi. Ce n'était rien d'extraordinaire. 2 chambres, une salle de bain, un minuscule jardin qui paraissait plus grand sur les photos qu'il ne l'était en réalité, mais c'était à moi. Totalement à moi. J'y ai vécu pendant près d'une décennie, construisant ma vie pièce par pièce. Des matins calmes, de longues journées de travail, des soirées où le silence semblait mérité et non solitaire. C'était la stabilité. C'était le contrôle. C'était quelque chose que personne ne pouvait m'enlever. Puis j'ai rencontré Damien. Il était posé d'une manière qui me rassurait, attentionné, ancré dans la réalité. Le genre d'homme qui n'essayait pas de prendre le contrôle de votre vie, mais qui l'améliorait doucement, juste par sa présence. Au bout de quelques années, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure, de prendre quelque chose de plus grand, un endroit où nous pourrions évoluer ensemble. Nous avons mis notre argent en commun, acheté un nouveau logement, et j'ai gardé mon ancienne maison. Pas pour des raisons sentimentales, pas vraiment. C'était pratique, un atout, un plan de secours, peut-être pour la louer un jour. C'est là que mes parents sont entrés en scène. Ils n'avaient jamais vraiment eu de stabilité financière. En grandissant, nous avons déménagé plus de fois que je ne pourrais les compter. Des locations que nous ne pouvions pas nous permettre, des propriétaires qui perdaient patience, des promesses qui n'aboutissaient jamais, et finalement la saisie immobilière qui leur a fait perdre le dernier endroit qu'ils appelaient leur foyer. Après ça, ils se sont retrouvés coincés dans un minuscule appartement en location, joignant les 2 bouts avec difficulté. La santé de mon père déclinait, et après 36 ans de travail physiquement exigeant, il a fini par prendre sa retraite. Ma mère n'avait jamais travaillé, donc tout reposait sur sa petite pension de retraite. Puis les conversations ont commencé. Au début, c'était de subtiles remarques sur la fatigue de déménager si souvent, sur le fait qu'il serait agréable d'avoir quelque chose de stable, que ma petite maison serait parfaite pour eux, facile à entretenir, confortable. Je savais où ça menait avant même qu'ils ne le disent. Ils voulaient emménager. La première fois que ma mère l'a suggéré, elle n'a même pas mentionné le loyer. Elle a juste souri et dit, ce serait bien d'avoir enfin un endroit où l'on se sent chez soi. Ça a été mon premier signal d'alarme. J'ai immédiatement mis un terme à cette idée. Je n'allais pas laisser qui que ce soit, pas même mes parents, vivre gratuitement dans une maison pour laquelle j'avais travaillé toute ma vie d'adulte. Mais je n'étais pas sans cœur non plus. Alors, je leur ai proposé un accord bien en dessous du prix du marché, le strict minimum, juste assez pour couvrir la taxe foncière et l'assurance, soit environ 350 € par mois. C'était pratiquement rien. Au début, ils ont hésité. Puis, sortis de nulle part, ils ont touché un héritage. Et pas un petit, un montant à 6 chiffres. Ma mère m'a appelé, rayonnant presque à travers le téléphone, disant qu'ils avaient enfin eu leur coup de chance. Et puis, elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête, nous allons enfin pouvoir rembourser ta maison. Je me souviens d'avoir marqué une pause parce que ma maison était déjà payée. Mais je ne l'ai pas corrigée. Pas complètement. Je lui ai juste expliqué que s'il voulait utiliser une partie de cet argent pour payer le loyer d'avance, on pourrait s'arranger. Nous avons rédigé un bail, un vrai, signé devant notaire. Chaque détail y était clairement stipulé. Ils étaient locataires. J'étais la propriétaire. Pas de confusion. Pas de zone d'ombre. Ils l'ont signé et pendant un certain temps, tout a semblé aller pour le mieux. Mais avec le recul aujourd'hui, c'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer. Car presque immédiatement, ma mère s'est mise à parler de la maison comme si elle lui appartenait. Elle parlait de refaire la décoration, de planter un grand jardin, de faire des réparations. Au début, ça semblait inoffensif, juste quelqu'un qui essayait de s'approprier les lieux.
Je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Je me disais que c'était normal, que je réfléchissais trop, qu'elle ne croyait pas vraiment ce qu'elle semblait croire. Mais il y a eu des moments, de petits détails, qui ne passaient pas. La façon dont elle disait notre maison au lieu de ta maison. Sa façon de parler de projet à long terme sans jamais m'inclure. La manière dont elle agissait comme si je n'étais impliqué que de façon temporaire. Je l'ai ignoré parce que l'affronter me semblait ridicule. Car qui pourrait supposer que sa propre mère est en train de se convaincre lentement qu'elle possède quelque chose qui, légalement, clairement, indéniablement, n'est pas à elle? J'ai laissé couler. Et ce fut ma première vraie erreur. Car quelques années plus tard, il a suffi de 3 € pour transformer tout ça en une guerre totale. Pendant les premières années, je me répétais que l'arrangement fonctionnait. Je ne gagnais pas vraiment d'argent avec cette maison, loin de ce que j'aurais pu obtenir d'un locataire ordinaire, mais là n'avait jamais été la question. C'était la famille, mes parents. Je pensais que les aider de cette manière était la chose décente à faire. Damien me demandait parfois si j'étais sûr que cet arrangement était sain, pas injuste. Sain, c'était son mot. Il avait le don d'entendre la partie de l'histoire que j'essayais de ne pas formuler à voix haute. Et à chaque fois, je lui donnais la même réponse. Tout va bien. Ma mère aime faire de grands discours, mais elle sait que c'est ma maison. Je l'ai dit tellement de fois que j'y ai presque cru. Puis, l'assurance a augmenté. Pas de beaucoup, à peine assez pour que ça compte. Quand j'ai fait les calculs, leur paiement mensuel devait augmenter de 3 €. Juste 3. C'était presque stupide d'en parler, mais je n'allais pas commencer à absorber silencieusement chaque changement tout en faisant comme si le bail n'existait pas. Alors, j'ai appelé ma mère. J'ai gardé une voix légère, calme. Et, juste pour vous prévenir. L'assurance a un peu augmenté, donc le loyer va augmenter de 3 € le mois prochain. Il y a eu un blanc au bout du fil, un blanc étrange, pas de la confusion, ni même de l'agacement. C'était plus lourd que ça, comme si quelque chose de sombre venait de se réveiller. Puis elle a explosé. Pas une frustration normale, pas le genre d'irritation que quelqu'un ressent face à une dépense imprévue. Je parle d'une attaque violente, pleine de venin, qui m'a frappé si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Elle a commencé à me traiter de cupide. Elle a dit que je les pressais comme des citrons. Elle a dit que je profitais de 2 personnes âgées qui avaient tout fait pour moi. Sa voix n'arrêtait pas de monter jusqu'à ce que cela ressemble moins à de la colère qu'à une panique enrobée de rage. Je suis resté là, abasourdi, essayant de comprendre comment nous étions passés de 3 € à ça. Je lui ai rappelé avec précaution au début que l'augmentation correspondait à l'ajustement de l'assurance. C'était tout. Rien de caché, rien de personnel, juste des mathématiques. Elle m'a coupé. Nous avons remboursé cette maison. Nous y avons mis de l'argent. Et maintenant tu crois que tu peux l'augmenter quand ça te chante. C'était la première fois qu'elle le disait aussi directement. Pas sous-entendu, pas suggéré, mais affirmé. J'ai senti un froid m'envahir. Parce que les mots en eux-mêmes étaient ridicules, mais la certitude qui les accompagnait était pire. Elle ne testait pas les limites. Elle y croyait. Je lui ai dit, non, maman. Tu n'as pas remboursé ma maison. Tu as payé un loyer d'avance. C'était l'accord. C'est écrit. Elle a ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle pensait que je l'insultais. Puis est arrivée la vague suivante. Comment elle avait planté des fleurs. Comment elle avait repeint la boîte aux lettres. Comment elle avait transformé cet endroit en un foyer. Soupir ironique comme si planter des pétunias près du porche modifiait le cadastre, comme si un pot de peinture faisait d'elle une propriétaire. Plus elle parlait, moins cela ressemblait à une dispute pour 3 €, et plus cela ressemblait à une femme défendant un territoire qu'elle s'était déjà approprié dans son esprit. Je lui ai demandé, es-tu vraiment en train de dire que tu penses que cette maison t'appartient? Et elle a répondu sans hésitation, un juge comprendrait ce que nous y avons investi. C'est à ce moment-là que l'atmosphère a changé pour moi. Jusque-là, une partie de moi essayait encore de voir ça comme l'une de ces tempêtes émotionnelles. Temporaire, bruyante, irrationnelle, mais surmontable. Là, c'était différent. C'était délibéré. Elle imaginait déjà les salles d'audience, les arguments, les preuves.
Elle s'était construit toute une version de la réalité où elle était la victime et où j'étais la fille qui essayait de la dépouiller de ce qu'elle avait gagné. Je me souviens d'avoir fixé le mur pendant qu'elle continuait, mon cœur battant plus fort à chaque phrase. Elle m'a traité d'ingrate. A dit que je les humiliais. Qu'aucune fille digne de ce nom ne ferait ça à ses parents. Et en fond sonore, j'entendais mon père, ne me défendant pas, ne la corrigeant pas, juste là, silencieux, respirant, la laissant tout déballer. Ça a fait plus mal que je ne l'aurais cru, parce que mon père s'était toujours caché derrière le silence. En grandissant, la voix de ma mère remplissait chaque pièce, chaque décision, chaque dispute. Il survivait en se taisant. Mais l'entendre le faire maintenant. L'entendre rester là pendant qu'elle essayait de transformer ma propre propriété en un héritage imaginaire a endurci quelque chose en moi. J'ai répété une dernière fois, lentement, le bail a été signé chez le notaire. Je suis la seule personne sur l'acte de propriété. Il n'y a aucune confusion possible. Ma mère a riposté instantanément, tu peux agiter tes papiers tant que tu veux. Nous savons ce que cette maison représente. Nous savons ce que nous avons fait. Ne crois pas une seule seconde que je te laisserai nous malmener. Les malmener? C'est comme ça qu'elle appelait ça. Après des années à ne presque rien leur faire payer, après leur avoir offert une sécurité qu'ils n'avaient jamais pu construire eux-mêmes, après les avoir protégés de l'instabilité qui avait défini la majeure partie de mon enfance. C'était moi qui les malmenais. Quand l'appel s'est enfin terminé, je suis resté assise là, en silence, mon téléphone toujours à la main, Damien debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, observant mon visage. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il savait déjà que c'était grave. Il a seulement demandé doucement, jusqu'où est-elle prête à aller? Je l'ai regardé et pour la première fois, j'ai répondu honnêtement, plus loin que je ne le pensais. Parce que cet appel avait été ma prise de conscience. Il n'a jamais été question de 3 €. Il était question de contrôle, de privilège, de ma mère ayant décidé que si elle vivait dans un endroit assez longtemps, le touchait assez souvent, en parlait assez, alors il devenait le sien. Et au fond de moi, je savais que ce n'était pas l'explosion finale. Ce n'était que le début. Je pensais qu'elle se calmerait. Ce fut ma deuxième erreur. Le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé avant même que je ne sorte du lit. Un texto de ma mère, puis un autre, et un autre. Le temps que j'ouvre le premier, il y en avait déjà 6 en attente. Chacun plus long que le précédent, plus dramatique, plus accusateur. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu n'aurais même pas cette maison si ce n'était pas pour nous. Vas-tu vraiment jeter tes propres parents à la rue pour de l'argent? Je fixais l'écran, ma poitrine se serrant à chaque message. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était de la stratégie. Chaque ligne soigneusement rédigée pour me culpabiliser, pour déformer le récit jusqu'à ce que je devienne la méchante de ma propre histoire. Damien a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule pendant que je lisais. Il n'a rien dit au début, mais j'ai senti sa main se poser doucement sur mon dos, m'apaisant. Elle ne parle pas de 3 €, a-t-il fini par dire. Je sais, ai-je murmuré. Vers midi, les textos se sont transformés en appels. J'en ai ignoré la plupart, non pas pour la fuir, mais parce que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. À chaque fois que je répondais, c'était la même chose. Sa voix acerbe et implacable, ressassant les mêmes arguments, répétant les mêmes accusations. Puis mon père a appelé. Rien que ça m'a indiqué que quelque chose avait changé. Il n'appelait jamais à moins qu'elle ne le pousse à le faire, alors j'ai décroché. Sa voix était plus calme que la sienne, mais on sentait une tension sous-jacente. Ta mère est juste stressée, a-t-il dit. Tu sais comment elle est. Tu devrais peut-être juste l'écouter. J'ai failli rire. L'écouter? Ça faisait des jours que je l'écoutais. Elle a l'impression que tu profites de nous, a-t-il ajouté. C'est là que l'irritation m'a frappé de plein fouet. Que je profite, ai-je répété. Papa, vous payez une fraction de ce que n'importe qui d'autre paierait. Je couvre le reste depuis des années. Il a hésité une seconde, puis a dit, nous voulons juste de la transparence. De la transparence? Comme si je dirigeais une sorte d'arnaque, comme si je leur cachais des bénéfices, comme si je n'étais pas leur fille qui s'était pliée en 4 pour s'assurer qu'ils aient un endroit stable où vivre. Quelque chose en moi est devenu soudainement très clair. Alors prenez un avocat, ai-je dit froidement. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil.
Si vous pensez qu'il y a quelque chose d'anormal ici, ai-je continué, la voix désormais assurée. Si vous croyez vraiment que je fais quelque chose d'injuste, alors parlez à un avocat. Demandez-lui de vous expliquer. Je ne l'ai pas dit pour envenimer les choses. Je l'ai dit parce que je pensais que ça les arrêterait. Parce que toute personne rationnelle, une fois confrontée à la réalité juridique, se rendrait compte à quel point tout cela était ridicule. Je l'avais encore sous-estimé. Au lieu de reculer, ma mère l'a pris comme un défi. En quelques heures, elle m'envoyait des textos sur ses options juridiques, sur le fait qu'elle connaissait ses droits, sur la façon dont un juge verrait la vérité une fois que tout serait étalé. Je regardais mon téléphone, incrédule. Tout ça pour 3 €. Non, pas pour 3 €. Pour le contrôle. C'est là que les exigences ont commencé. Elle voulait voir chaque facture, chaque document, chaque charge, une répartition complète de tout ce qu'il payait. Elle m'a accusé de gonfler les chiffres, de cacher des coûts, d'essayer de leur soutirer plus d'argent. Et mon père l'a soutenu. Nous voulons juste comprendre, a-t-il dit. Alors j'ai tout envoyé. Taxe foncière, relevé d'assurance, clair, simple, direct. Pas de piège, pas de frais cachés, juste les faits. Je pensais que ça réglerait le problème. Ça ne l'a pas fait. Au contraire, ça a empiré les choses, car maintenant elle avait de quoi décortiquer. Chaque ligne devenait une question. Chaque chiffre devenait suspect. Elle s'est mise à m'envoyer des messages à des heures indues pour me demander pourquoi l'assurance avait augmenté, pourquoi je n'avais pas changé d'assureur, pourquoi la taxe foncière s'élevait à tel montant. C'était comme si elle s'était transformée en enquêtrice, déterminée à prouver que je faisais quelque chose de mal. Et le plus étrange, c'est qu'elle ne me traitait plus comme sa fille. Elle me traitait comme une adversaire, comme quelqu'un qu'elle devait déjouer. Après 3 jours de messages constants, d'accusations constantes, de pression constante, j'ai craqué. Je l'ai appelée. Écoute bien, ai-je dit, la coupant avant qu'elle ne puisse commencer. Je ne me fais pas d'argent sur votre dos. Loin de là. Vous vivez là pour moins de la moitié de ce que je pourrais demander à n'importe qui d'autre. Elle a essayé de m'interrompre. Je ne l'ai pas laissé faire. Si l'arrangement ne te plaît pas, ai-je continué, ma voix plus tranchante maintenant, vous êtes libre de partir. Le silence qui a suivi était lourd. Pas choqué, offensé. Comment oses-tu, a-t-elle fini par dire, d'une voix basse et dangereuse. Tu vas nous jeter dehors comme des étrangers. Non, ai-je répondu. Je te rappelle que vous êtes des locataires. C'est là que tout a basculé. Son ton a complètement changé. Froid, contrôlé, concentré. Très bien, a-t-elle dit. Si tu veux nous traiter comme des locataires, alors ne t'attends pas à ce qu'on reste assis là sans rien dire. Nous allons montrer à un juge tout ce que nous avons fait pour cette maison. Et voilà. Pas de l'émotion, une menace. Elle s'est remise à lister des choses. Le jardin, la boîte aux lettres, les petites réparations, de petits changements esthétiques qui ne signifiaient rien juridiquement, mais qui, dans son esprit, s'additionnaient pour former quelque chose de bien plus grand. La propriété. J'ai senti ma patience définitivement voler en éclats. Vous avez signé un bail, ai-je dit lentement. Vous êtes locataire. Je suis la propriétaire. Ce n'est pas négociable. Nous vivons ici depuis des années, a-t-elle rétorqué. C'est notre maison. Encore ce mot. Notre. J'ai fermé les yeux une seconde, essayant de me calmer. Si tu penses vraiment avoir un dossier solide, ai-je dit, vas-y, poursuis-moi en justice. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste arrêté de jouer le jeu. Et pendant un instant, juste un instant. J'ai cru que cela allait la faire redescendre sur terre. Mais mon père est intervenu à nouveau. Peut-être qu'on pourrait s'asseoir, a-t-il dit. Discuter de tout ça. Trouver une sorte de compromis. Normalement, j'aurais dit oui. Normalement, j'aurais essayé, mais quelque chose avait changé en moi. Il n'y avait pas de compromis ici. Il n'y avait pas de juste milieu entre la réalité et l'illusion. Soit vous payez le loyer, ai-je dit, soit vous déménagez. Les mots flottaient dans l'air. Définitif, inébranlable. Et pour la première fois, je crois qu'ils ont réalisé que je ne bluffais pas. Après ça, tout est devenu silencieux. Pas de texto,
pas d'appel, rien. Et pendant un bref instant, je me suis permis de croire que c'était fini. Mais au fond, je savais que c'était faux, car ma mère ne laissait jamais tomber. Elle attendait, c'est tout. Et quand elle le faisait, cela signifiait qu'elle préparait quelque chose de pire. Le silence a duré juste assez longtemps pour paraître artificiel. Quelques jours se sont écoulés sans rien. Pas d'appel, pas de message, pas de texto passif-agressif dégoulinant de culpabilisation. Ça aurait dû ressembler à un soulagement, mais au lieu de ça, c'était comme une pression qui s'accumulait derrière une porte fermée. Puis mon père a appelé. Sa voix était tendue, contrôlée d'une manière qui m'a immédiatement fait comprendre que ce n'était pas un appel anodin. Nous devrions nous voir, a-t-il dit. En face à face. Discuter de ça comme des adultes. Ça ne sonnait pas comme une requête. Ça sonnait comme un piège. Damien m'observait pendant que j'écoutais, l'expression indéchiffrable, mais sur le qui-vive. Quand j'ai raccroché, il a posé une simple question. Tu veux y aller? Non. Tout mon instinct me disait non. Mais j'y suis allé quand même. Nous avions convenu de nous retrouver dans une petite brasserie pas loin de la maison. Terrain neutre. Assez public pour éviter que les choses ne dégénèrent trop. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit. Dès que je suis entré, je les ai vus. Ma mère était déjà assise sur une banquette, les bras fermement croisés sur sa poitrine, la posture rigide, comme si elle avait attendu ce moment. Mon père était assis en face d'elle, fixant le menu comme s'il allait le sauver de ce qui allait se passer. Je me suis glissé sur le siège en face d'eux. « Salut » ai-je dit. C'était à peine sorti de ma bouche qu'elle a commencé. « Je n'arrive pas à croire qu'on en soit arrivé là » a-t-elle dit, la voix commençant déjà à monter. « Je n'arrive pas à croire que tu fasses tout un plat pour un détail si insignifiant. C'est comme ça que tu traites les gens qui t'ont élevé. » Et voilà. Pas une conversation, une représentation théâtrale. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé parler. Laissé prendre son élan. Elle a continué sur le sacrifice, sur le fait qu'ils avaient toujours été là pour moi, sur le fait que cette maison était censée être leur havre de paix maintenant qu'ils vieillissaient. Elle parlait comme si elle prononçait un discours, pas comme si elle participait à une discussion. Et je suis resté assise là à écouter, sentant quelque chose se détacher lentement à l'intérieur de moi, parce que rien de tout cela n'avait plus trait à la réalité. Il s'agissait de la réécrire. Quand elle a enfin fait une pause pour respirer, je me suis légèrement penché en avant. « Maman » ai-je dit calmement. « Ce n'est pas ta maison. » Son visage a changé instantanément. « Tu as signé un bail » ai-je continué. « Tu es locataire. Je ne fais pas ça pour te blesser. Je le fais parce que c'est la seule façon de garder les choses justes. » Juste. Ce mot a frappé plus fort que je ne l'espérais. Parce que la justice n'avait jamais vraiment existé dans ma famille. Il s'agissait toujours de maintenir la paix, de céder juste assez pour éviter le conflit, de lui faciliter la vie, même quand ça me la rendait plus difficile. Mais pas cette fois. Mon père est intervenu avant qu'elle ne puisse répondre. « Eh bien, ne peux-tu pas comprendre ce qu'elle ressent » a-t-il dit, la voix plus douce, mais avec cette même pointe de tension. Il ne s'agit pas du montant. Il s'agit d'être traités comme des étrangers. Je me suis tourné vers lui. « Vous étiez d'accord avec ça » ai-je dit. « Vous deux. » Il ne s'agit pas de sentiments. C'est un accord juridique. À la seconde où j'ai prononcé le mot juridique, ma mère s'est emportée. « Oh, alors maintenant nous ne sommes plus que des contrats et de la paperasse » a-t-elle rétorqué. « C'est tout ce que nous sommes pour toi. » Non, ai-je répondu, en gardant la voix stable. C'est ce qui empêche cette situation de se transformer exactement en ce qu'elle est en train de devenir. Ça aurait dû s'arrêter là. Mais au lieu de ça, elle a changé de tactique. Soudainement, nous ne parlions plus de la maison. Nous parlions de mon enfance. Toutes ces années où on a pris soin de toi, a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. Toutes les choses auxquelles on a renoncé. Tu te souviens de tout ça? Bien sûr que je m'en souvenais. Chaque sacrifice, chaque lutte, chaque foyer instable, chaque fois que tout s'effondrait et que nous devions tout recommencer ailleurs. Je me souvenais de tout. Et pendant une seconde, juste une seconde, je l'ai ressenti. La culpabilité, l'attraction, le vieux réflexe de céder, de faciliter les choses, de réparer.
Mais ensuite, je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée, et j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Elle ne se souvenait pas du passé. Elle s'en servait comme d'une arme. Je n'oublie rien, ai-je dit doucement. Mais ça ne veut pas dire que je vous dois ma maison. Les mots ont eu plus de poids que tout ce que j'avais pu dire auparavant. Vous ne payez presque rien pour y vivre, ai-je poursuivi. Je pourrais louer cet endroit 3 ou 4 fois plus cher que ce que vous payez. Il n'est pas question d'argent. C'est une question de principe. Encore ce mot, principe. Et tout à coup, elle est repartie de plus belle. Tu es cupide, a-t-elle lâché. Tu ne penses qu'à l'argent. C'était comme regarder quelqu'un suivre un scénario. Les mêmes accusations, le même ton, le même refus d'entendre réellement ce que je disais. Puis mon père a repris la parole, mais cette fois, quelque chose était différent. Eh bien, a-t-il dit lentement. Peut-être qu'on devrait regarder ce que nous avons réellement investi dans la maison. Peut-être qu'on devrait la faire évaluer. Je me suis figé. Je me suis vraiment figé parce que ce n'était plus passif. C'était actif. Il entrait dans sa version de la réalité et l'aidait à la construire. Tu es sérieux, ai-je demandé en le dévisageant. Il a fui mon regard. Et c'est là que j'ai compris. Ils y croyaient tous les deux. Pas seulement ma mère. Tous les deux. Ils pensaient sincèrement qu'ils avaient une sorte de droit, que le temps qu'ils avaient passé là, les petites choses qu'ils y avaient faites se traduisaient d'une manière ou d'une autre en propriété, en droit. Je me suis adossé à la banquette, prenant une lente inspiration. Vous êtes locataire, ai-je dit, en les regardant tous les deux cette fois. Il n'y a rien de plus à ajouter. Mon père a marmonné de nouveau quelque chose sur la justice. Ma mère s'est remise à m'accuser de profiter d'eux. Et soudain, ça m'a semblé inutile, comme si j'essayais d'expliquer la gravité à quelqu'un qui avait déjà décidé qu'il pouvait voler. Alors j'ai arrêté d'essayer. Si ça ne vous plaît pas, ai-je dit d'un ton plat, vous pouvez partir maintenant. Silence. Lourd, pesant, final. Vous n'êtes pas obligé de rester là, ai-je continué. Mais vous ne pouvez pas y rester et agir comme si vous en étiez propriétaire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Aucun des deux n'a parlé. Mon père fixait la table. Ma mère se contentait de me fusiller du regard, les yeux brûlants de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la trahison. Pas la sienne. La mienne. Parce que dans sa version de l'histoire, c'était moi qui avais franchi la ligne. Après un long moment, mon père a fini par dire « on va y réfléchir ». Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste ça. J'ai hoché la tête une fois, plongé la main dans mon sac à main et laissé quelques billets sur la table pour mon café. Puis je me suis levé et je suis sorti. Pas d'au revoir, pas un regard en arrière. En sortant, l'air m'a paru différent, plus léger d'une certaine manière, même si la situation en elle-même n'avait pas changé. Pour la première fois, je n'avais pas plié. Je ne m'étais pas adouci. Je n'avais pas essayé de réparer quelque chose qui n'était pas à moi de réparer. Mais alors que je montais dans ma voiture, une pensée tournait en boucle dans un coin de ma tête. Ce n'était pas fini. Loin de là. Parce que le regard de ma mère quand je suis parti, ce n'était pas de la défaite. C'était du calcul. Une semaine s'est écoulée après la rencontre à la brasserie. Pas d'appel, pas de texto, rien. En apparence, ça ressemblait à la paix. Le genre de calme qui vous fait penser que peut-être, juste peut-être, les choses se sont enfin arrangées. Mais je n'étais pas dupe. Un tel silence ne signifiait pas une résolution. Il signifiait une préparation. Puis mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai hésité avant de répondre, me préparant déjà à une nouvelle explosion. Mais quand j'ai décroché, sa voix m'a prise au dépourvu. Calme. Trop calme. Je pense que nous devrions nous voir à la maison, a-t-elle dit. Il y a quelques petites choses qu'on doit revoir. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a noué l'estomac. Ce n'était pas émotionnel. Ce n'était pas réactif. Ça sonnait comme un texte répété. Damien a immédiatement remarqué mon expression. Ça n'a pas l'air d'annoncer quoi que ce soit de bon, a-t-il dit doucement. Ce n'est pas le cas, ai-je répondu. Mais j'y suis allé quand même. Quand je me suis garé devant la maison, mon père était assis sur les marches du porche. Il avait l'air absent, agité, comme s'il avait quelque chose à dire,
mais ne savait pas comment. Il m'a à peine regardé, a juste fait un petit signe de tête vers la porte. Ce fut mon premier avertissement. Le second est venu dès l'instant où je suis entré. Ma mère se tenait dans le salon avec une épaisse pile de papier à la main, et soudain, tout a pris sens. Elle n'a pas perdu de temps. J'ai fait des recherches, a-t-elle dit, d'un ton contrôlé, presque professionnel. Nous comprenons que la maison est à ton nom, légalement, elle a prononcé ce mot comme s'il lui laissait un mauvais goût dans la bouche. Mais, a-t-elle poursuivi en faisant glisser les papiers sur la table vers moi, nous avons aussi beaucoup investi dans ce foyer, et ça doit être reconnu. J'ai fixé la pile. Puis, lentement, je l'ai prise. La première page était un relevé détaillé. Des coûts, des lignes de dépenses, des aménagements paysagers, des réparations sur la cabane de jardin, des travaux extérieurs. J'ai tourné la page suivante. Encore la même chose. Du terreau pour le jardin, de la peinture, une boîte aux lettres, un tuyau d'arrosage. J'ai même cligné des yeux, pensant que j'avais du mal comprendre quelque chose. Mais non, elle avait tout documenté. La moindre petite modification esthétique qu'elle avait faite autour de la maison, elle l'avait transformée en une réclamation financière. Tu plaisantes, ai-je murmuré. Elle n'a pas souri. C'est ce que nous avons investi, a-t-elle dit. Et si ça va au tribunal, nous voulons nous assurer que tout est comptabilisé. Le tribunal. Elle le disait comme si c'était déjà en cours. J'ai feuilleté le reste des pages, toutes plus absurdes les unes que les autres. Ce n'était pas juste une liste. C'était un récit, un argumentaire soigneusement construit démontrant qu'ils avaient tellement contribué à la maison qu'ils méritaient quelque chose en retour. La propriété, de l'argent, ou les deux. J'ai reposé lentement les papiers. Maman, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement, là? Elle a soutenu mon regard sans hésiter. Nous nous assurons que tu comprennes la valeur de ce que nous avons fait, a-t-elle déclaré. Pour que tu ne penses pas pouvoir nous jeter dehors sans conséquence. Et voilà. Pas de la confusion, pas un malentendu, une stratégie. J'ai pris une grande inspiration, m'efforçant de rester calme. Vous avez signé un bail, ai-je dit. Vous êtes locataire. Rien de tout cela ne change les choses. Elle a secoué la tête immédiatement. Un juge verra ça d'un autre œil, a-t-elle affirmé. Nous vivons ici depuis des années. Nous avons entretenu la propriété. Nous l'avons améliorée. L'améliorer en plantant des fleurs. En remplaçant une boîte aux lettres. En réparant un tuyau d'arrosage. J'ai senti un mélange d'incrédulité et d'épuisement s'installer dans ma poitrine. Quoi? Tu ne vas pas obtenir un titre de propriété parce que tu as planté un jardin, ai-je dit d'un ton plat. Ses yeux se sont plissés. Peut-être pas la propriété, a-t-elle répondu. Mais un dédommagement. C'était là. Le vrai but. Pas la maison. L'argent. Elle n'essayait plus de me la prendre. Elle essayait de me faire payer pour le fait qu'elle y vive. L'ironie était si piquante qu'elle m'a presque fait rire. La même femme qui m'avait obligé à payer un loyer dès l'instant où j'avais eu un emploi. La même femme qui m'avait dit que rien n'était gratuit dans la vie. Elle se tenait maintenant devant moi, s'attendant à ce que je la dédommage pour des responsabilités de base de locataire. J'ai repoussé les papiers vers elle. Je ne vais pas te payer pour un entretien normal, ai-je dit. Ça fait partie de la vie ici. Ça fait partie du bail. Sa mâchoire s'est crispée. Alors peut-être qu'on devrait arrêter de payer le loyer, a-t-elle menacé. Les mots ont résonné comme un verre qui se brise. Tranchant, définitif, délibéré. Je l'ai fixé du regard. Tu te rends compte que si vous arrêtez de payer le loyer, ai-je dit lentement, je peux vous expulser, n'est-ce pas? Elle n'a pas bronché. Vas-y, a-t-elle lancé. On verra ce qu'en pensera un juge quand on lui montrera tout. J'avais l'impression de me tenir face à une étrangère. Pas ma mère, pas la personne qui m'avait élevé, quelqu'un d'entièrement différent. Quelqu'un qui était prêt à transformer tout ça en une bataille juridique juste pour prouver qu'elle avait raison. J'ai jeté un coup d'œil à mon père. Il était assis sur le côté, les épaules affaissées, ses yeux évitant les miens. Dis quelque chose, ai-je exigé. Il a soupiré en se frottant les mains. Ta mère a juste traversé beaucoup d'épreuves, a-t-il marmonné. Réfléchis-y. C'était ça, sa solution.
Ni logique, ni justice, ni réalité. Juste baisser les bras. Je me suis redressé, la dernière once de ma patience s'évanouissant enfin. Non, ai-je dit. Tous les deux m'ont regardé. Si vous voulez rester ici, ai-je continué, vous respectez le bail. Vous payez le loyer. Vous couvrez la taxe foncière et l'assurance. C'est tout. L'expression de ma mère a changé, quelque chose comme de l'incrédulité s'y glissant. Et si on ne le fait pas, a-t-elle demandé. Alors vous partez, ai-je répondu. La pièce est devenue silencieuse. Lourde, immobile. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour décider, ai-je ajouté. Payer ce dont on a convenu ou déménager. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait encore argumenter, forcer le trait, aller plus loin. Mais au lieu de ça, elle m'a juste dévisagé, et je l'ai vu. Pas la défaite, pas l'acceptation, autre chose, quelque chose de plus froid, comme si elle réfléchissait déjà avec 3 coups d'avance. Je n'ai pas attendu de le découvrir. Je me suis retourné et je suis sorti. En montant dans ma voiture, mes mains tremblaient légèrement, l'adrénaline coulant toujours dans mes veines. Mais sous tout ça, il y avait autre chose. De la clarté. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, je n'étais pas confuse. Je ne remettais pas mes choix en question. Je n'essayais pas de réparer quelque chose qui n'était pas à moi de réparer. J'avais tracé une limite. Et cette fois, je n'allais pas la repousser. Mais en m'éloignant, une pensée continuait de résonner dans mon esprit. Ce n'était pas la fin. C'était l'escalade. Après cette dernière confrontation, le silence est de nouveau tombé. Pas le silence pesant d'avant. Celui-ci semblait plus lourd, comme si quelque chose avait déjà été décidé en coulisses, et que je ne l'avais tout simplement pas encore vu. 2 semaines ont passé. Pas d'appel, pas de message, rien. Et je dois l'admettre, une partie de moi s'est presque détendue. Pas Damien. Il m'a observé attentivement pendant ces jours-là, comme s'il s'attendait à ce que la situation dégénère à nouveau. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé, il a dit doucement, « Les gens ne reculent pas comme ça après avoir poussé le bouchon aussi loin. » Je sais, ai-je répondu. Mais j'espérais quand même. Puis mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai fixé l'écran une seconde avant de répondre. Sa voix était encore différente. Douce, contrôlée, presque agréable. Je pense qu'on devrait passer à autre chose, a-t-elle dit. Je ne veux pas qu'on continue à se battre. Trouvons simplement un compromis. Pendant un instant, je suis restée silencieuse, parce que c'était exactement ce que j'avais voulu depuis le début. La paix. La normalité. Une version de mes parents qui n'avaient pas l'air d'être des adversaires. Et contre mon meilleur jugement, je l'ai cru. Nous avons convenu de nous retrouver à la maison une dernière fois. Quand je me suis garé, ils étaient déjà dehors. Ma mère se tenait sur le porche, les bras détendus le long du corps, l'expression neutre. Mon père était assis sur les marches, regardant au loin comme s'il ne voulait pas faire partie de ce qui allait se passer. L'atmosphère semblait fausse, trop calme. Je me suis avancé lentement. D'accord, ai-je dit. C'est quoi le compromis? Elle n'a pas hésité. Nous avons décidé de faire un pas vers toi. Et voilà, cette expression, celle qui semblait toujours raisonnable jusqu'à ce qu'on y regarde de plus près. J'ai hoché la tête une fois, la laissant continuer. Nous comprenons que la maison est à toi. Légalement, a-t-elle répété, insistant sur le mot comme s'il signifiait moins que tout le reste. Mais émotionnellement, elle est à nous aussi. Nous avons vécu ici. Nous avons construit quelque chose ici. Je n'ai pas répondu. Je savais déjà où ça menait. Donc, a-t-elle continué, d'une voix posée, nous pensons qu'il est juste que tu nous accordes la propriété partielle. Pour une seconde, j'ai sincèrement cru avoir mal entendu. Vous voulez quoi, ai-je demandé. La propriété partielle, a-t-elle répété. J'ai laissé échapper un court soupir, secouant la tête. Non, ai-je dit simplement. Son expression n'a pas changé. Je ne vais pas vous donner une partie de ma maison, ai-je continué. Ça n'arrivera pas. Et d'un seul coup, le calme a volé en éclats. Alors on arrête de payer le loyer, a-t-elle craché. C'était là, la vraie conversation. Pas de compromis, pas de juste milieu, juste une nouvelle exigence.
Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et pour la première fois, je ne me suis pas senti perdu. Je me suis senti libéré. Si vous arrêtez de payer le loyer, ai-je dit d'une voix stable, vous rompez le bail, et je vous expulserai. Elle a souri. Elle a vraiment souri. Tu ferais vraiment ça, a-t-elle demandé. Tu jetterais tes propres parents à la rue. Cette phrase, cette même phrase qu'elle avait utilisée encore et encore. Mais cette fois, elle n'a pas eu d'effet. Oui, ai-je répondu. Pas d'hésitation, pas de faiblesse, juste la vérité. Son sourire a disparu instantanément. Elle s'est lancée à nouveau, me traitant d'égoïste, de cupide, d'ingrate, disant que je me souciais plus de l'argent que de la famille, que je tournais le dos aux personnes qui m'avaient élevé. Mais ça sonnait différemment maintenant. Non pas parce qu'elle avait changé, car c'était moi qui avais changé. Les mots ne m'atteignaient plus. Ils ne se transformaient plus en culpabilité, en doute ou en obligation. Ils me traversaient, c'est tout. J'ai jeté un coup d'œil à mon père. Il a fini par prendre la parole. Peut-être qu'on devrait juste le payer, a-t-il dit doucement. C'est seulement 3 €. Au moment où il l'a dit, tout a explosé. Ma mère s'est retournée contre lui instantanément. Tu ne me soutiens jamais. A-t-elle crié. Tu prends toujours son parti. Tu es trop faible pour défendre ce qui est à nous. Ce qui est à nous, même maintenant, même après tout ça. Je les ai observés, quelque chose en moi se mettant définitivement en place. Il ne s'agissait pas d'un malentendu. Il ne s'agissait pas de stress. C'était ce qu'elle était et ce qui lui permettait d'être. J'ai reculé d'un pas. Vous avez jusqu'à la fin du mois, ai-je dit calmement. Payez le loyer ou déménager. Ce sont vos options. Pas d'émotion, pas de négociation, juste les faits. Ma mère m'a fixé, les yeux brûlants de colère. Mon père avait l'air fatigué, vaincu, mais je n'ai pas attendu de réponse. Je me suis retourné et je suis parti. Cette fois, je n'ai pas ressenti le besoin de regarder en arrière. Quelques jours ont passé. Puis un texto de ma mère est arrivé. Très bien, on va le payer ton précieux loyer, mais ne t'attends plus à ce qu'on fasse quoi que ce soit de plus dans la maison. Je l'ai lu une fois, puis une deuxième, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri. Le plus dont elle parlait, c'était l'entretien de base. Les mêmes choses que n'importe quel locataire ferait sans y réfléchir à 2 fois. Mais si c'était sa façon de céder, je m'en contenterais. Ils ont payé les 3 € supplémentaires. Et du jour au lendemain, la guerre a pris fin. Du moins en apparence, car je savais à quoi m'en tenir. Elle n'avait pas changé. Elle n'avait rien accepté. Elle avait juste fait une pause. Et comme de fait, quelques jours plus tard, elle a envoyé un autre message. Long, émotionnel, rempli de culpabilisation, sur le fait que la famille devrait passer avant tout, que je devrais être reconnaissante, que je l'avais blessée. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose que j'aurais dû comprendre des années plus tôt. Toutes les disputes ne nécessitent pas de réponse. Toutes les accusations ne méritent pas de défense. Et toutes les relations ne peuvent pas rester les mêmes une fois qu'on a posé des limites. Ils sont toujours dans la maison. Je suis toujours la méchante de son histoire, mais pour la première fois de ma vie, je n'essaie pas de la réécrire. Je sais quelle est ma position. Je sais ce qui m'appartient. Et je sais que j'ai fini de me laisser manipuler pour donner plus que ce que je devrais, parce qu'il n'a jamais été question de 3 €. Il était question de contrôle. Et pour la première fois, j'en ai repris les rênes.